Aujourd'hui, on va parler d'innovation à nos BNL. Puis, juste vous faire une petite histoire courte, comment on est arrivé à ce sujet-là. Bien, écoutez, je n'ai pas besoin de vous cacher que les derniers mois ont été assez particuliers, assez remplis de technologie aussi, mais en même temps de redéfinition, de questionnement, de nouvelles façons de faire et surtout, mais surtout, d'être capable de regarder le monde différemment tout en soutenant nos missions, puis tout en continuant à desservir nos prestataires, nos clientèles, puis nos partenaires. Ce qui est intéressant, puis on va en parler ce matin, c'est de faire différemment, d'innover et, dans certains cas, même d'intégrer des nouvelles façons de faire en termes de travail et d'équipe. J'ai la chance ce matin d'avoir 3 personnes qui vont pouvoir nous en parler. Je vais les laisser se présenter brièvement parce que je suis toujours un partisan plus que les gens se présentent plutôt que lire des notes autobiographiques que tout le monde peut avoir accès. Là. Je vais commencer par les dames d'abord. On va être tout à fait dans l'ordre des idées. Isabelle, je vais commencer par toi. Alors, merci Stéphane de cette belle invitation. Je suis touchée d'être avec vous autres. On a Éric et Olivier qui auront le sens de se présenter, mais merci Stéphane de cette belle opportunité. Puis merci aussi aux gens qui sont là aujourd'hui puis qui nous écoutent. J'ai vu la liste tantôt. Vous avez des gens de qualité, alors bien contente de partager la matinée avec tout le monde. Alors, qui je suis? J'ai travaillé une quinzaine d'années chez Bell comme gestionnaire. J'ai fait toutes sortes de choses chez Bell, de la gestion de projet, les dons, les commandites. J'ai été aux ventes, j'ai été aux relations publiques, j'ai fait plein d'affaires. Puis ensuite de ça, je suis tombée dans le monde des OBNL après ça. Donc, j'ai été PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pendant de nombreuses années et j'ai été tout récemment jusqu'à quelques jours, j'étais PDG de Québec Innove, qui est un organisme qui met en lien les entreprises avec le milieu de la recherche publique au Québec. Et puis, dans ma vie, j'ai aussi, depuis près de 25 ans, je siège sur des conseils d'administration. Donc, les OBNL, je connais ça et je connais aussi la gouvernance. Et c'est ce qui m'amène tout récemment à avoir fondé mon entreprise qui s'appelle Point Cardinal. Et donc, on fait des conseils d'affaires là, en gouvernance, en innovation, en stratégie, puis en responsabilité sociale des entreprises. Alors voilà, in a nutshell, qui je suis. Fait que merci d'être là. Oui, merci. Éric, toi, qui es-tu, M. Trépanier? Directeur intelligence d'affaires chez Synapse C, une OBNL qui aide la culture, dans le fond, tout organisme culturel à utiliser ses données, à valoriser ces données, les mutualiser dans une perspective de mettre en place des plans d'action, des stratégies, etc. Donc, avant de me joindre à Synapse C, qui est un jeune OBNL, finalement de 3 ans seulement, j'ai eu un parcours d'une vingtaine d'années comme entrepreneur. J'avais ma boîte de communication marketing. On était 2 associés. Donc, au début d'un long parcours, j'ai traversé l'innovation, mais j'ai modifié constamment l'offre que je déployais au marché. Donc, j'ai vécu ça dans les différentes années. Puis dans mon parcours, je m'étais toujours dit que rendu à mi-chemin où je suis présentement, j'aimerais ça toucher à d'autres choses, un petit peu différent d'Isabelle finalement. Donc, j'ai démarré en entreprise privée, j'ai démarré ma business pendant 20 ans, puis là, je me retrouve dans le milieu culturel pour amener l'expertise ou la connaissance que j'ai acquise dans ces années-là pour l'offrir à ce milieu-là. Donc, voilà mon parcours. Merci. Olivier? Oui, bonjour tout le monde. Merci effectivement Stéphane pour l'invitation. Merci à mes panélistes acolytes. Alors moi, je suis directeur général du Salon du livre de Montréal depuis bientôt 3 ans. Je suis donc aux commandes d'un événement exceptionnel, extraordinaire, qui en est à sa 43e année d'existence. Et je suis humblement honoré de piloter ce gros vaisseau qui est tellement important dans le paysage culturel et événementiel montréalais. Et ce qui m'a mené là, c'est finalement d'être un peu un touche-à-tout, parce que c'est un peu ça aussi les livres. Hein? Moi, je dis souvent que tout commence, tout finit par un livre. Et je pense que je suis un curieux. Et dans ma carrière, j'ai été un curieux qui s'est intéressé aussi beaucoup aux organismes, aux associations, parce que je pense que
la force la force du bien commun et la force de la collaboration, c'est vraiment ce qui nous permet de grandir. Et je me suis investi donc dans des conseils d'administration d'associations professionnelles et autres, et j'ai découvert le milieu des OBNL comme ça. Donc aujourd'hui, je suis directeur d'une OBNL et je souligne à quel point c'est important d'avoir des ressources comme celle que vous proposez, Stéphane. Si. On en a. On va commencer dans le vif du sujet. Une fois qu'on vous a placé qui vous êtes, je pense que c'est important peut-être là, juste de définir l'innovation parce que je sais que quand on parle à beaucoup de gens, l'innovation pour eux, là, ça égale technologie, puis ça fait Python, puis ça fait déjà ordinateur, puis là, langage de code, puis là, on est rendu, là, non, là, je connais rien là-dedans, j'ai jamais fait ça, mais en même temps, j'aimerais savoir votre version de l'innovation au sens un peu plus large, puis vraiment plus appliqué dans ce que vous avez vécu et ce que vous, votre intervention au sens d'OBNL. Puis après ça, on va tomber dans des exemples plus concrets avec Éric puis Olivier. Là, entre autres, celui, on va parler du salon, spécifiquement ce que vous avez fait au Salon du Livre. Puis Éric, je vais revenir sur un projet d'innovation, celui du quartier des spectacles aussi. Là, puis on va peut-être tomber dans du plus concret à moyen terme. Là. Mais votre vision de l'innovation, puis votre définition pour juste placer tout le monde. Isabelle, je vais encore commencer avec toi. Merci. Écoutons, les gars, après ça sera vous autres qui commencerez les autres questions. Ils vont avoir leur place. Oui, c'est ça. En fait, ça me fait plaisir de vous parler un peu d'innovation. Là, c'est un sujet qui m'est très cher. Là, mais en fait, l'innovation, c'est pas bien compliqué. On innove pourquoi? On innove parce qu'il y a soit une menace ou bien parce qu'il y a une opportunité. Puis, on se le dit, on va se le dire, là, la COVID, c'est pas mal une menace. Alors, il y a bien des entreprises qui ont changé leur façon de faire. Puis, quand on parle aux puristes, là, par exemple, quand on regarde la définition propre, on dit qu'il y a 4 sortes d'innovation. On peut innover sur les produits, on peut innover dans nos façons de faire, donc les procédés. On peut innover dans notre mise en marché. On appelle ça aussi l'innovation marketing. Puis, il y a l'innovation organisationnelle, donc vraiment, comment on change nos choses. Mais au-delà de cette définition-là, c'est comment on s'adapte à des nouvelles réalités. On peut penser, entre autres, aux produits, aux processus, aux structures que vous avez mis en place. Puis pour les OBNL, on s'est super réinventé. Puis peut-être qu'on a changé notre modèle d'affaires, on a peut-être aussi changé notre façon de faire parce que peut-être qu'on faisait des choses en présentiel. C'est un nouveau mot, le mot présentiel, là, mais on faisait ça avant en présentiel. Puis la situation nous a obligés à penser autrement, donc en mode virtuel. Je pense entre autres aux événements de levée de fonds, à vos événements de réseautage. Puis on a été créatifs. Puis le mot pivoter, vous le savez, on l'a entendu à toutes les sauces, mais ça a vraiment pris tout son sens. Se réinventer. Puis on a fait un sondage, là, puis je sais qu'on va le présenter tantôt, mais Québec Innov, on a fait un sondage dans les 2 dernières années. On en a fait un en 2019 et un en novembre 2020. Mais il y a une entreprise sur 2 qui a changé son modèle d'affaires dans les 12 mois qui précédaient notre sondage. C'est sûr qu'on a sondé des PME, mais mon petit doigt me dit que dans les OBNL, la même chose, on a changé notre modèle d'affaires, ou en tout cas, on a changé notre façon de faire. Donc, l'innovation, c'est vraiment cette capacité-là de changer nos façons de faire pour une raison. Il faut que ça soit périn, pour nous aider à être encore plus périn. Alors, on dira tantôt, je suis sûre qu'on va y arriver un peu plus tard, là, mais pourquoi c'est important d'innover, on y reviendra, mais la définition pour moi, c'est ça. Olivier, je suis curieux de t'entendre, surtout sur comment vous l'avez vécu, cette redéfinition-là à travers, puis comment vous avez mis la table à se dire, il faut, je pense que le premier élément de base là, sur lequel on va vraiment mettre les axes, c'est l'opportunité et la difficulté, donc les 2 stades d'innovation qui amènent. Mais là, dans votre cas, c'était vraiment un mix des 2. Là. Il y avait une difficulté qui s'appelle la COVID, puis il y avait une opportunité qui était de redéfinir ce que c'est un salon du livre. Donc, je suis curieux un petit peu d'explorer ce bout-là avec toi avant de passer à Éric, puis aller ailleurs avec lui. Moi, je considère en fait que l'innovation, je suis d'accord qu'effectivement, ça survient où on s'en rend compte quand il y a une situation qui émerge, là, soit une crise, soit une opportunité, effectivement. Puis oui, la COVID a été un accélérateur, mais l'innovation, elle est toujours là en puissance dans une organisation, je pense. Et dans un événement comme le Salon du Livre, l'innovation, quelque part, c'est un événement qui marchait tellement bien au fil des années, puis qui roulait un peu tout seul que elle était là en dessous, sous-jacente, mais équipée. Et je pense que innover, c'est pas chercher à créer du nouveau, c'est
parfois essayer d'enlever la poussière sur ce qui est déjà là. Et dans le cas du Salon du livre, on cherchait depuis quelques années déjà à innover. Et c'est vrai qu'on traîne le passé beaucoup. Alors, quand il y a un moment de crise comme ça oblige des ruptures des fois. Hein? C'est drôle à dire, mais pour tous ceux qui ont eu, tous ceux, j'essaie, qui ont eu des enfants, moi, il y a une image qui me vient, c'est le cordon ombilical. Quand on coupe le cordon, il reste un petit bout qui est accroché au nombril. Ben, ce petit bout-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut l'enlever quand on est un premier parent, mais à un moment donné, là, il tombe. Il tombe. Ben, innover, là, à un moment donné, c'est de dire, OK, ça y est, il est tombé le cordon. Là. Il est vraiment, on passe à autre chose. C'est un peu ça. Donc, nous, on a été obligés, on avait coupé le cordon, mais on attendait le moment là, pour qu'effectivement, il tombe, pour qu'on puisse explorer davantage. Pour moi, innover, c'est oser. C'est sûr que c'est osé. Ça demande, c'est une prise de risque, ça demande de plonger dans le vide, mais d'abord et avant tout, c'est de retourner vers qui on est. Ça, c'est vraiment important de revenir à sa mission première. Et l'innovation, les plus grandes innovations, je pense, sont à l'intérieur de nous déjà. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais, peut-être de façon plus générale, avant d'aller dans des exemples concrets. Excellent. Là, j'ajoute un autre. J'aimais l'idée de ce qu'Isabelle disait, une innovation face à une problématique ou une opportunité. Là, toi, tu amènes l'idée de la culture, donc une innovation constante. Ça, je pense aussi qu'il va falloir l'installer dans l'équation parce que c'est peut-être l'idéal à un certain moment donné, de ne pas toujours être en réaction, mais plutôt de le développer comme étant une culture, puis quelque chose qui fait partie des processus, puis de la vision relativement. Éric, toi, ta vision de l'innovation ou la vision chez... Pour réenchérir sur ce que tu dis exactement, dans le fond, l'innovation, pour moi, on a entendu beaucoup le mot se réinventer. Pour moi, l'innovation, on est toujours en train de se réinventer. Donc, quand j'entendais ce mot-là, puis les gens se choquaient autour du mot, mais pour moi, c'est un mot commun parce que l'innovation, c'est si tu arrêtes d'innover, tu n'avances plus. Ton entreprise va s'éteindre. Donc, l'innovation fait partie du quotidien. Tu dois toujours avoir cette perspective-là en toi parce que sinon, tu vas toujours te faire dépasser. C'est pour ça que je l'associe un peu à la création. Pour moi, c'est te distinguer, en est de la nouveauté, se démarquer. Donc, la création et ça aussi dans le niveau culturel. Donc, pour moi, c'est le même principe pour une organisation. Tu dois suivre le même parcours, le même pattern. Donc, c'est d'être capable aussi de se virer sur un 30 sous, de ne pas être rigide, d'être très agile dans ce qu'on fait. Parce que si on est trop borné dans le cadre qu'on s'est donné, on n'est pas capable d'avancer nécessairement et d'identifier les opportunités. Donc, l'innovation te rouvre les perspectives. Donc, pour moi, c'est quelque chose de constant. Là. Merci. Si tu me permets, Stéphane, juste rajouter là-dessus, c'est vrai qu'il y a des innovations qui sont disruptibles ou de rupture, qui sont comme on passe de quelque chose à faire quelque chose complètement différent. Mais je pense que nous, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est aussi de l'innovation transformationnelle. Donc, celle qu'on améliore. C'est comme je pense, on parlait de technologie, là, on trouvera d'autres exemples, mais d'un iPhone 7 à un iPhone 8 à un iPhone 10, c'est plus transformationnel. On ne fait pas des gros changements, mais c'est important de mesurer c'est quoi l'innovation puis comment ça peut se faire. Puis effectivement, la culture, c'est super important de voir comment aussi la culture de l'organisation fait en sorte que ça nous amène à pouvoir innover parce qu'on est entouré de gens aussi qui vont nous aider à se dépasser, qu'on parle de notre conseil d'administration ou autre. Là. On ne part pas tous de la même place. Là. Je connais des organismes pour qui la mise en place d'un processus de réflexion stratégique, ça a été une innovation majeure. Il y en a d'autres qui roulent avec ce type d'outil-là depuis des années. Donc, la mise en place des fois de changements de gouvernance, donc le type d'administrateur, si on est habitué d'avoir des représentants de sa cause tout le temps, puis là, on intègre des gens de l'extérieur, des administrateurs indépendants, on va avoir ce type de comportement-là. Des fois, j'aime l'idée de c'est pas toujours quelque chose de gros. Ça peut être des petits gestes au quotidien, mais qui nous amènent à la fois à challenger, à questionner et surtout à progresser. Puis j'aimerais ça un petit peu là, qu'on parle de modèle d'affaires parce que c'est un discours qu'on a très peu en OBNL. On va parler de stratégie, on va parler d'où on veut aller, mais on n'est pas nécessairement dans le questionnement à se dire comment on va faire pour y arriver. Et on n'a pas nécessairement la réflexion de dire comment on peut faire mieux pour y arriver aussi.
Puis je commencerai avec toi, Olivier, parce que je sais que c'est dans vos réflexions, ça a fait partie du questionnement par rapport à la transformation vers un événement 100% numérique, là. Fait que Isabelle a mis la table tantôt en disant qu'il y en a beaucoup qui ont réinventé leur modèle d'affaires. Je pense que vous en êtes un bon exemple. Oui, en fait, le réinventer le modèle d'affaires, c'est en cours, c'est pas fait. Donc, les défis sont vraiment nombreux. Ça, je le souligne, là, le processus d'innovation, le processus de transformation, parce qu'on parle en fait de transformation plus que de réinvention, je pense. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose, puis on arrive vers un autre état. Et il est continu. Puis, dans l'innovation, souvent, dans les entreprises, il y a de la perte au début. Hein? La prise de risque, une start-up, avant d'être profitable, elle coule sous les dettes pendant des années. Là. Donc, elle fonctionne avec du capital de risque, qu'on appelle. Donc, c'est des investisseurs qui se disent, OK, dans quelques années, cette entreprise-là va réussir à faire des profits. Elon Musk, il n'a pas réussi à faire ce qu'il a fait en arrivant comme ça d'un coup à faire des profits. Donc, le modèle d'affaires, cette mentalité entrepreneuriale, il faut que les OBNL l'aient également. C'est fondamental parce que, je veux dire, on pense souvent qu'on va essayer quelque chose, qu'on on va réussir tout de suite à équilibrer les budgets. Bon, c'est à ça que ça sert les subventions. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est que nous, dans une année comme pandémique comme ça, 80%, dans 2019, 80% de nos revenus étaient autonomes et 20% venaient de subventions. L'année dernière, en 2020, on était à 20% de revenus autonomes seulement et 80% c'était des subventions. Et c'est pas pour rien, là, parce que sinon, on n'aurait jamais pu exister. Mais on a maintenu le cap parce que c'était important d'assurer notre place dans le calendrier événementiel, d'être présent auprès de nos clients, des lecteurs, des visiteurs, faire en sorte que le Salon du Livre de Montréal reste dans la tête, présent pour justement qu'on puisse transformer le modèle d'affaires. Mais aujourd'hui, si vous me demandez c'est quoi, je vous dis, je ne le sais pas. On est vraiment en train de le chercher parce que ça ne marche pas d'un point de vue financier. Faire des événements hybrides, c'est présentiel, virtuel, ben, ça nous demande d'être fort en logistique et fort en audiovisuel, donc il faut apprendre un autre métier. Donc, comment on arrive à faire ça? Donc, ça va prendre des années avant que notre modèle d'affaires puisse être viable. Donc, pour ça, souvent, les OBNL, on a la chance d'avoir des aides gouvernementales. C'est une chance. Donc, je suis un peu surpris parfois qu'on fasse l'équation OBNL égale pas d'innovation. Au contraire, je pense que justement, le modèle entrepreneurial, le modèle de l'innovation dans les OBNL, il est essentiel et souvent, l'objectif, c'est le bien commun. Donc, on a une motivation plus grande que la profitabilité. C'est d'assurer notre mission. Et nous, en tout cas, c'est ce qui a été au cœur de notre volonté de maintenir notre événement en 2020. Mais pour répondre à ta question, le modèle d'affaires, il est en définition en ce moment. C'est drôle parce qu'il y a un commentaire qui vient de rentrer, puis je pense qu'on ne peut pas. Puis tu viens de le souligner un petit peu aussi. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on parle de modèle d'affaires, on parle d'entreprise. Tu as même dit, tu as osé dire le mot profit. Trois termes qui, dans certains secteurs d'OBNL, sont bannis. OK? Et à l'intérieur duquel on dit, ben non, nous, on est des machines sociales. Mais moi, je pense que c'est important de placer le tout en disant que les deux ne sont pas incompatibles et que si on veut propulser une mission, ça nous prend du carburant. Puis ce carburant-là s'appelle de l'argent. Il faut être clair, là. Et donc, notre modèle d'affaires, c'est plus de se dire, notre mission, c'est ça. Notre modèle d'affaires, c'est de dire, c'est comment on va y arriver à nourrir plus de gens, à supporter plus de femmes violentées, à avoir plus d'interventions. Donc, je pense que j'ai juste placé la finalité parce que le langage, dans certains cas, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes langages, là, mais la finalité au niveau de l'innovation, si on la ramène sur une base commune à tout le monde, ça va être au bout de la ligne d'intervenir avec un plus grand nombre de personnes. Tu sais, je pense que, Éric, toi, tu travailles beaucoup avec des organismes culturels, donc plus de gens qui ont dans les salles de spectacle, plus de gens qui sont exposés à des expositions, plus de gens, au bout de la ligne, c'est la finalité qu'on veut ou d'accomplir une mission. Puis pour ça, c'est l'innovation qui va être propulsée, là, au même titre, Olivier aussi. Là. Isabelle,
Je sais qu'avec ton en siégeant sur 5-6 conseils d'administration, tu as une vision aussi par rapport à ça. Là. Je suis curieux de t'entendre. Ben, en fait, moi, je me dis, quand c'est la valeur qu'on apporte, c'est la création de richesse, la création de valeur. Et ça, cette valeur-là, ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi qu'est-ce qu'on retourne à nos membres, alors à nos parties prenantes, ou peu importe. Oui, c'est ça. Alors, la communauté, alors, dépendant de. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au niveau de la santé aussi qui sont là. Tu sais, je siège au conseil d'administration de Revivre ou de Relief. Maintenant, on a changé de nom, là. Mais, tu sais, c'est important ce qu'on va redonner. Alors, comment on se met dans ce mindset-là de pouvoir, effectivement, comme tu le disais tantôt, Stéphane, en redonner plus. Puis pour faire ça, des fois, ça nous prend plus de moyens pour pouvoir se projeter dans l'avenir puis assurer la pérennité de notre organisation. Puis des fois, peut-être qu'on peut être timide par rapport à se dire qu'on va faire des profits, puis d'utiliser ce mot-là. Parce que pour moi, puis j'en ai géré plusieurs au BNL, puis je les ai toujours gérés en me disant, bien, comme c'était mon entreprise ou notre entreprise, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais de dire comment est-ce que je peux rendre ça périn, comment est-ce que je peux m'assurer que l'organisme dans lequel je suis, soit sur le conseil d'administration que je dirige, bien, peut être là longtemps, puis qu'on leur donne les moyens de réinvestir. Puis ça aussi, c'est des mots d'affaires qu'on apporte dans un langage communautaire ou dans un langage d'OBNL. Puis je pense qu'il y a une professionnalisation de notre rôle comme PDG ou comme DG d'organisme qui nous permet aussi de rêver à quelque chose de plus grand que juste essayer de survivre un petit peu, puis pour prévoir pour les années qui sont plus difficiles. Alors, quand on est capable de se mettre un petit coussin, bien, ça nous permet aussi d'avoir des coudées plus franches pour rêver, pour avoir des projets différents. Puis je sais que c'est pas toujours facile, puis je le sais que quand je dis ça, j'en ai qui me disent « ben non, c'est pas possible dans mon cas », mais je pense qu'en parlant avec d'autres, en s'entourant, en collaborant, c'est possible de faire des choses. Puis, tu sais, on parlait l'autre fois, Stéphane, puis on se disait comment on fait avec peu ou pas de moyens pour innover. Bien, moi, je pense qu'il faut regarder ailleurs. Il faut être inspiré avec d'autres gens avec qui on a le goût de travailler. Puis, en partageant des bonnes pratiques, bien, souvent, on arrive à trouver des choses qui ont déjà été faites. C'est pas toujours de réinventer la roue. Là, je reviens à la discussion de tantôt. Tu sais, c'est pas hyper. Il ne faut pas changer tout, mais ces petits pas-là peuvent faire des grands changements, puis d'aller chercher l'engagement des gens qui sont dans notre milieu, que ce soit nos membres, nos bénéficiaires, que ce soit les gens avec qui on travaille, mais c'est motivant pour eux aussi de voir que l'organisme reprend ses ailes ou reprend un peu de souffle pour se permettre de rêver plus tard. Je veux juste, ce que tu viens de dire est excessivement important. Il y a dans l'innovation, je pense, une question d'hygiène personnelle comme dirigeant, comme gestionnaire, où on se doit premièrement de se donner le temps de réfléchir. Très souvent, je dis « Ah, j'ai pas le temps de réfléchir ». Le nombre de fois que je l'ai entendu. L'autre élément aussi, c'est l'inspiration. Donc, la veille, aller voir ce que les autres font. Puis le troisième, c'est l'inspiration par les pairs. Tu sais, parler avec un autre DG, parler avec un autre gestionnaire qui vit, là, tu sais, qu'Olivier a eu une discussion avec le DG du Salon du Livre de Trois-Rivières, où, tu sais, en réalité, on a souvent une culture de compétition qu'en réalité, ce n'est même pas vraiment le cas non plus. Là. Puis très souvent, comme bébite sociale, parce qu'on est des humains qui aimons les autres humains, parce que sinon, on ne travaillerait pas dans ce milieu-là. Ça, il faut être clair. Là. On est prêt à partager dans bien des cas aussi. Puis donc, l'innovation, puis je vais finir là-dessus, puis on va vous mettre un document en lien dans le chatroom où on reprend 6 bonnes habitudes de gestion en OBNL. Puis là-dedans, vous retrouvez les 3 dont je viens de parler, là, au niveau de votre hygiène personnelle comme source d'innovation au milieu, là, parce qu'on parle principalement des DG aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important. Je veux, après ça, parler d'innovation collective. Puis là, Éric, je veux t'entendre parce que tu as travaillé au sein d'un projet qui, moi, je pense, a été une belle preuve d'innovation collective il y a quelques années. Je vais te laisser expliquer c'était quoi le projet du quartier, de la mutualisation des données du quartier des spectacles pour que les gens comprennent l'échelle, la complexité. Puis après ça, j'aimerais ça, on va parler de résultats après, là, mais je veux surtout que tu expliques l'innovation collective puis comment ça s'est fait d'amener 20 quelques OBNL, presque toutes des OBNL, pas toutes, là, mais principalement autour d'une table puis dire « Hey, on va faire quelque chose ensemble qui va changer notre vie ». C'est drôle comment le destin peut faire les choses. C'est qu'au début de ce projet-là, dans le fond, j'étais dans mon entreprise personnelle. J'ai rencontré les gens du quartier des spectacles. Puis on s'est parlé de ce projet-là mutuellement. Dans le fond, j'en ai ces idées-là que moi j'avais ou que je vivais avec d'autres entreprises.
Puis en discutant avec le quartier des spectacles, ils ont décidé d'enclencher ce projet-là. J'ai été un peu instigateur de tout ça, puis quelques années plus tard, mais je me retrouve chez Synapse C, qui est le bébé qui est né du quartier des spectacles, là, qui est Éric Lefebvre, qui a fondé ça initialement. Là, il est de retour au quartier des spectacles, qui est directeur général maintenant, mais c'est venu vraiment d'une idée que j'avais, moi, initiée à travers d'autres entreprises. Puis quand on a discuté de ça, le projet est démarré vraiment là. Éric Lefebvre a fait des démarches auprès des OBNL, là, des membres du comité du quartier des spectacles, puis il a réussi, comme tu disais, à recueillir ou à rassembler un paquet de gens, mais dans un contexte concurrentiel, les gens ont de la difficulté à dire, OK, on va se regrouper ensemble, utiliser l'information dont on dispose pour rassembler ça dans un tout, puis d'apprendre de cette information-là, puis s'améliorer individuellement dans un but collectif. C'est assez peurant en entrée de jeu, c'est déstabilisant. On dit, qu'est-ce qui va se passer avec ma donnée? Est-ce que mon compétiteur qui est à côté de moi va venir piger dans mon bassin de clientèle pour finalement réduire ma portée finalement? Fait que les gens ont des craintes au début. Là, c'est de leur expliquer cette donnée-là, on va la regrouper, on va la mutualiser dans un centre d'intelligence. Cette information-là, en la traitant au global, tu vas pouvoir par la suite être en mesure de te comparer, d'être capable de te benchmarker par rapport au milieu sans nécessairement voir les données des autres. Donc, à travers ton propre portrait, tu vas être capable de mesurer différentes dimensions dans ton organisation et d'être capable de voir à quel endroit je peux faire des améliorations sur une certaine dimension. Une dimension, on parle de récurrence. Ma clientèle vient à quel rythme chez nous? Qui dépense le plus? Est-ce que les gens achètent un seul spectacle ou sont multidisciplinaires? Donc, à travers toutes ces dimensions-là, les gens sont capables de retrouver et de trouver des pistes pour avancer. J'avais aimé les exemples que j'avais entendus de certains gestionnaires où ils ont appris que les billets de spectacle, des spectacles d'humour se vendaient principalement sur la Rive-Sud entre 16h30 et 18h30, par exemple. Puis il y était comme 4-5 à réaliser ça en même temps. Puis à la fin, ah, c'est comme ça chez vous? Ah, ben nous autres aussi, on a remarqué ça. Ah, nous autres aussi, on a remarqué ça. Fait que, en le faisant globalement et non pas individuellement, puis c'est la notion collective que j'aime dans cet exemple-là. On vient vraiment peut-être adapter des comportements, optimiser des opérations, puis finalement remplir les salles au bout de la ligne aussi, là, ou choisir le type de programmation qu'on va faire. Mais dans le fond, ça vient donner des outils individuellement aux gens sur une base collective avec une compréhension plus large que leur univers respectif. Là, ils ont un portrait très ouvert, puis sur ce portrait-là, ils sont capables de prendre une décision en considérant ce que les autres font bien puis ce qu'eux font peut-être moins bien. Donc, comment je viens ajuster ma propre organisation par rapport à ce que je vois dans mon environnement collectif. Et c'est ce que ça a amené à faire. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que là, on parle de données, puis c'est tellement important ce que fait Synapse, là, la mutualisation des données comme ça, c'est fondamental parce que les données, c'est le nerf de la guerre maintenant avec l'omniprésence du numérique. Et encore une fois, souvent, on associe la technologie comme étant contraire aux OBNL, ce qui est aussi une absurdité, ou à tout ce qui est communautaire. Mais je revenir mettre l'emphase sur le côté de la mutualisation, le collectif, comment c'est souvent, on a l'impression que la tarte, on se la partage, alors que, donc on se bat, alors que finalement, non, si on se met tous ensemble, on va l'augmenter, la tarte. Ouais. Et il y a un paradoxe dans les OBNL souvent, parce que justement, on reçoit beaucoup d'argent, parfois public, comme quoi, mais là, moi, mon organisation, je veux avoir plus d'argent que l'autre à côté. Mais si on se met ensemble, justement, on va devenir tous meilleurs. Puis je regarde le commentaire de la personne qui a écrit là, en disant les mots entreprise, modèle d'affaires, ça ne nous parle pas. Il faut changer ça. Ce n'est pas les mots profit, parlons de surplus. C'est les processus. Il faut que les OBNL s'inspirent des processus d'affaires pour faire en sorte, comme tu le disais, Isabelle, que leur mission sociale gagne, qu'elle soit plus profitable, de toucher plus de monde. Et généralement, les organismes communautaires, les OBNL, sont capables d'avoir justement cette vocation sociale plus grande, donc ils sont plus généreux généralement parce qu'ils sont là pour ça. Mais paradoxalement, en gestion, souvent, ils sont plus fermés pour eux-mêmes. Donc, il y a une occasion, puis en fait, je trouve que des exemples comme Synapse C et tout ce que vous faites, la mutualisation des données dans les organismes comme ça oblige, comme tu disais, Stéphane, les gens à te parler.
En ce qui concerne le Salon du livre de Montréal, c'est fondamental. Tu sais, nous, on est le plus gros salon au Québec, mais on a une association, puis la force de l'association de parler moi, c'est la coopétition. Coopérer, oui, on est compétiteurs, mais on est d'abord des coopérateurs, on est d'abord des collaborateurs, puis c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Fait que je voulais juste souligner cet aspect-là. Tu as tout à fait raison. Puis je vais vous amener sur un livre que je suis en train de lire, qui est lu d'un autre DG du Québec, qui s'appelle Sam Watts, que vous connaissez peut-être, de la mission Bon Accueil. Puis c'est un livre qui s'appelle Good Work Done Better. Fondamentalement, ce qu'il dit, au lieu de faire la même chose plus, pourquoi on ne ferait pas la même chose mieux? C'est un spécialiste de l'intervention auprès des clientèles défavorisées et de la première ligne et aussi de l'itinérance. Et le questionnement qui arrive, puis c'est directement dans la ligne, c'est qu'on fait des choses, mais est-ce qu'on règle le problème ou on fait juste soulager le mal? Puis dans certains cas, c'est une révision, parce que j'ai aimé le mot processus. Dans certains cas, c'est pas d'en faire plus, c'est que des fois, c'est la façon de tomber. Dans un rendez-vous qu'on a fait il y a de ça quelques semaines, on avait Richard Dano, le DG de Moisson Montréal, qui nous expliquait que la COVID, eux autres, pour Moisson Montréal, c'était une occasion de réingénierie de leur processus. Ils sont passés de 88 bénévoles par jour à 33. Et tout ça en triplant leur chiffre de panier journalier donné. Mais on s'est juste pris le temps de réfléchir, de revoir ce qu'on faisait, de dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Je pense que l'exemple de Moisson Montréal, Éric, les exemples qu'on peut donner aussi avec l'utilisation des données, puis je veux que tu en donnes d'autres aussi, sont des façons de redéfinir aussi ces processus-là. Puis je pense que j'ai aimé ton intervention là-dessus, l'idée du processus et non pas toujours de la grande idée. L'innovation, ce n'est pas toujours une grande idée. Est-ce que je me trompe? Non, ben, je pense que c'est un peu ça. Puis, tu sais, la collaboration, pour venir ce qu'Éric Olivier disait tantôt, c'est vrai que ça peut faire peur au début. Mais c'est comme un muscle qu'on peut développer, puis plus on collabore, plus c'est facile de recollaborer parce qu'on peut voir la co-création, puis on peut voir, moi je compare toujours, tu te donnes des exemples tantôt avec tes enfants, mais souvent je donne cet exemple-là, tu as un premier enfant, tu l'aimes, puis tu ne peux plus savoir comment tu vas l'aimer, mais tu en as un deuxième, bien, savez-vous quoi, ça ne se divise pas cet amour-là, ça se multiplie. Mais moi je pense que c'est la même chose quand on parle de collaboration puis de coopération, bien, c'est ça que ça fait, plus on en donne, plus on en reçoit. Puis on est dans un mode aussi, quand on est dans ce mindset-là d'OBNL, on est aussi des êtres qui veulent redonner. Cette capacité-là de redonner, elle est grande. Puis moi, je vous invite, au contraire, plutôt que de vous retenir, bien, collaborer, donner à d'autres. Et puis, ça va juste les aider à être meilleurs. Tu sais, je reviens tantôt sur pas en faire plus, mais devenir meilleur. Comment on devient meilleur? Bien, c'est contagieux. Le succès, il est contagieux. Fait que si une organisation, elle a du succès, bien, tant mieux, partagez-les avec d'autres, puis vous serez 2, puis 3, puis 5, puis 10 organismes être encore plus performants. Moi, je pense qu'il y a tellement de bien à célébrer des succès collectifs versus d'être bien bon nous autres mêmes. Alors, moi, c'est ce que j'avais le goût de rajouter sur ce qu'on a dit. Fait que oui, la mutualisation des données, tu vois ce que ça nous a apporté, c'est ça aussi. Il y a comme quand on a des histoires de succès, par exemple, ce que vous avez fait chez Synapsé, par exemple, ce que vous avez fait au Salon du Livre, bien, ces succès-là, quand on les partage aujourd'hui avec un plus grand groupe, bien, j'espère que ça vous a inspiré. Puis n'hésitez pas à appeler Éric, Olivier, moi, Stéphane, pour pouvoir continuer cette discussion-là, puis qu'on avance, puis qu'on partage ces idées-là pour que vous deveniez encore plus créatif, mieux outillé, rencontrer les bonnes personnes dans votre projet particulier. Pour faire une image concrète, c'est de la mutualisation. Mettez-vous l'image d'un centre commercial ou un power center. C'est l'achalandage individuel de chacun n'est pas gros, mais si on se réunit avec l'achalandage de tout le monde, ça crée un achalandage monstre qui tout le monde bénéficie de cet achalandage-là. Donc, c'est exactement le même principe, la mutualisation. On appelle ça aussi un salon comme le Salon du Livre, ça fait un même job. Mais avant, là, c'est le fun. J'aime vos exemples de mutualisation, de partage, tout ça. Mais très, très souvent, le premier frein à l'innovation, il est interne. OK? Et très souvent, je constate beaucoup de directions générales qui sont pleines de beaux projets, puis ils arrivent pour présenter ça au CA, c'est non. Très souvent, c'est « Oh, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché » ou regarde, là, ça coûte trop cher. Toutes les raisons des administrateurs sont là.
Je sais qu'il y a aussi des DG qui ne sont pas innovants. Là. Partons du principe que tous nos DG au Québec qui sont dans notre communauté sont des innovants, puis on va plutôt parler de la résistance au changement, des deux paliers. Je veux qu'on parle aussi après ça, oui, des conseils d'administration, là, mais l'innovation, il faut qu'elle descende dans les employés et les bénévoles, puis c'est pas toujours facile non plus. Là. Olivier, chez vous, comment tu t'es préparé à toute cette transformation-là avec ton CA? Déjà, on ne se prépare pas quand une crise survient. Cela dit, donc pour ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'innovation soit déjà présente puis qu'on ait déjà enlevé un peu la poussière. Donc, il y a une préparation. Il faudrait, dans le fond, se préparer à la prochaine crise ou à la prochaine opportunité dès maintenant. Je pense que c'est ça, l'innovation en continu. D'ailleurs, il y a eu au Salon du Livre de Montréal, il y a quelques années, un comité qui a été créé qui s'appelle Continuité et Innovation. Puis j'aime bien ce nom parce que, aussi antinomique ça peut paraître, je ne l'ai pas parce que justement, l'innovation, c'est d'assurer la continuité d'une organisation. Et donc, ce comité-là a été formé par le conseil d'administration pour justement réfléchir à des façons d'innover. Et donc, ça a mis la table à plein de choses, ça a créé d'autres problèmes, mais ça, peu importe, c'est normal dans toute gouvernance, puis relation avec la direction générale. Mais là où je veux en venir, c'est que quand on est confronté à des freins, déjà, il faut se dire, c'est normal, parce que c'est la peur. Puis la peur, à un moment donné, c'est la peur de ne pas comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va. Donc, la première réponse de dire « Ah non, on l'a déjà essayé, mais on ne veut pas l'essayer, c'est qu'on ne veut pas se tromper encore. » Ou on va avoir l'air de quoi si on se trompe, etc. Donc, la culture de l'innovation, c'est d'y aller petit à petit. Mais c'est, je pense, dans les moments les plus importants où là un organisme doit vraiment changer, c'est de revenir aux valeurs profondes. Et souvent, c'est paradoxal, mais souvent les administrateurs ne comprennent même pas la mission et les valeurs de l'organisation. C'est la question. On commence, nous, le processus d'évaluation des conseils, c'est la première question qu'on ramène dans nos rapports. On met la mission, puis après ça, on regarde ce que les administrateurs ont écrit. Et très souvent, on est loin de la mission originale. Alors, si on revient aux valeurs essentielles, si on revient à la mission, là, les choses sont beaucoup plus faciles après parce que tout le monde comprend c'est quoi. Pour moi, c'est le processus d'innovation, il commence par un retour vers soi. Dans le fond, tu me demandais tantôt au début, c'est quoi l'innovation? Souvent, on se dit, ah ben là, il faut s'ouvrir davantage les yeux. Oui, mais la première étape, c'est de se les fermer. C'est de regarder à l'intérieur, je pense. Puis, je pense qu'un conseil d'administration doit faire ça avec la direction générale, de faire un travail de revenir. Et ça sert les planifications stratégiques, c'est qu'on revient aux bases, aux essentiels. Puis, c'est toujours les essentiels et les bases qui nous permettent, après ça, d'innover puis d'avoir de l'énergie. Parce que si on se rend compte que nos valeurs et nos bases ne sont pas bonnes, ben là, c'est sûr, on va soit ça va capoter, soit ça nous donne de l'énergie pour bâtir. Fait que ça, c'est pour première chose pour moi, c'est ce qu'on a fait, c'est que finalement, au début, c'était pas évident ce qu'on a proposé parce que c'était complètement différent de ce qu'on faisait d'habitude. Mais en travaillant sur les essentiels, sur les valeurs, ben, j'ai réussi à aller chercher l'adhésion de mon conseil d'administration puis des membres de mon conseil qui croyaient aussi là-dedans, qui ont soutenu le projet. Et en plus de ça, l'autre chose, à l'autre bout, comme tu l'as souligné, pour moi, c'est souvent, on travaille trop en gestion verticale, alors que l'innovation, c'est horizontal. C'est vraiment, il n'y a pas un DG qui innove puis qui dit aux autres quoi faire. L'innovation, souvent, la plus grande innovation, je pense qu'elle vient justement des équipes, probablement des bénévoles. Je veux dire, il faut faire sauter les préjugés dans l'innovation. Je pense que la plupart des idées les plus innovatrices viennent de gens dont on s'attend moins. Et c'est souvent peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose, une idée extra créative peut-être va venir de la personne qui fait la comptabilité. il faut impliquer ces équipes dans des processus réflexifs. Puis il y a des outils pour ça. Moi, je suggère vraiment le design thinking parce que je trouve que le design thinking, ça permet vraiment de créer, là, je ne veux pas rentrer dans un autre sujet, là, mais c'est de créer... C'est un outil parmi d'autres, effectivement. Là. Isabelle, regarde, on vient de lancer une question sur la gouvernance, là, puis les questions rentrent là. Tu sais, je sais que c'est un sujet qui... puis je m'adresse à toi principalement parce que tu es administratrice, tu commences à faire des mandats dans le milieu. Moi, j'ai déjà mon idée de quelques outils qui sont à mettre en place pour
pour répondre à certaines de ces questions-là. Là. Il y a deux questions principales qui reviennent. La première, c'est, écoute, le CA ne veut pas bouger parce qu'il y a toutes sortes de raisons. La deuxième, c'est le DG trouve déjà qu'il est surchargé, trouve déjà qu'il n'a pas le temps. Et comment est-ce qu'on fait rendu là pour intégrer ça? Moi j'ai un truc, puis on va vous publier un autre document. Hélène, je vais répondre à ta question différemment, là, mais on va commencer. Je vais revenir juste sur ce qu'Olivier disait. Après ça, je vais aller sur tes questions si tu me donnes 2 secondes. Moi, je pense que ça dépend d'où ça part. Parce que, tu sais, des fois, quand on se fait imposer du changement, c'est sûr qu'il y a une résistance au changement. Quand ça vient de l'externe, c'est sûr que c'est difficile. Alors, moi, je pense qu'un des trucs, c'est que ça vienne de l'interne. Donc, on engage les gens, que ce soit la direction, que ce soit les membres du conseil d'administration, qu'on ait des comités. Tu sais, tantôt, tu disais que vous aviez un comité, Olivier, là, innovation et créativité. Mais quand on est capable d'en parler, puis que ça ne vient pas d'imposer, mais qu'on fait partie de cette décision-là, quand on fait partie du choix de faire évoluer des choses, bien, on y voit aussi le bénéfice, on y voit qu'est-ce que ça va nous donner à la fin de ce processus-là. On a beaucoup parlé de processus tantôt, mais c'est un peu ça, c'est cet engagement-là qu'on va aller chercher. Puis quand on dit, ben le board ne veut pas ou bien je suis trop occupée, bien, c'est vrai que c'est 2 espaces qui sont bien différents. Puis il faut trouver à rapprocher ces 2 joueurs-là comme étant pas 2 choses distinctes, mais comment on fait pour que cette synergie-là fonctionne? Alors, c'est un peu ça, il faut y aller. C'est comme si vous aviez une boule de laine, puis c'est tout mêlé, mais il faut décortiquer ça petit peu par petit peu, puis ça ne se défait pas tout d'une shot. Il faut vraiment être à l'écoute. Tantôt, tu disais, mais il faut écouter la base, il faut écouter le président du conseil, il faut écouter le DG, mais chacun dit quelque chose, puis des fois, c'est peut-être pas nécessairement si différent. Des fois, c'est la façon de s'y rendre qui est différente parce qu'on a nos prémices ou on a nos priorités qui sont peut-être différentes. Alors, il s'agit d'arriver à avoir un lieu où on est capable de mettre sur la table ces différents projets ou ces différents mécanismes-là qui peuvent être des freins, puis les adresser, les regarder, puis ensuite de ça, défaire les nœuds un à un, puis de ne pas avoir peur d'en parler de ces nœuds-là, puis de ne pas avoir peur de dire, bien, j'ai peur, je suis trop occupée, c'est pas le bon moment. Puis quand on en parle de ces points-là, bien, je pense que ce soit le board ou que ce soit la direction ou que ce soit les employés, quand la mission, elle est claire, tantôt tu en parlais, Stéphane, quand la mission, elle est claire, la raison pour laquelle on veut que l'organisation soit pérenne, on a habituellement le désir que tout fonctionne bien. C'est la façon de faire qui, des fois, n'est pas dans le bon timing. Et c'est de ça dont on doit parler. Ouais, c'est sûr. Ouais, juste pour compléter rapidement, Stéphane, dans cet angle-là, c'est sûr que c'est pas le fruit d'une seule personne. Souvent, l'innovation, ça s'exécute sur le terrain. Donc, il faut que les gens, il faut savoir écouter. Puis je te dirais à l'inverse que oui, des fois, ça vient d'en haut, mais tu peux le voir aussi inversement. Moi, quand j'étais à mon compte dans mon entreprise, je m'entourais de gens plus forts que moi qui m'alimentaient, qui m'emmenaient les idées, puis de ces idées-là qui m'alimentaient, là, tu peux prendre une décision. Donc là, à ce moment-là, c'est plus facile à faire adhérer les gens parce que c'est des gens qui ont amené des idées, puis de ces idées-là, c'est formé un nouveau sens, une nouvelle voie, puis là, tu y vas de l'avant, c'est plus facile d'avancer de cette façon. Je vais juste prendre un des résultats du sondage qu'on a fait à l'automne dernier. Mais les entreprises qui ont mieux passé à travers la crise, c'est ceux justement qui étaient bien entourés. Des gens qui avaient un conseil d'administration, qui avaient un comité consultatif et puis qui étaient en mode collaboration. Donc, ce muscle-là, quand l'innovation, il y avait quelqu'un dédié à l'innovation ou que l'innovation faisait partie de leur discussion, de leur ordre du jour, bien, on voyait que ces entreprises-là sont celles qui ont le plus innové. Alors, il y a vraiment un lien de cause à effet à se dire que quand on est bien entouré, on est bien conseillé puis qu'on est capable de prendre un moment pour se projeter dans l'avenir, bien, c'est là où on voit les meilleurs résultats. Puis tu as raison que souvent, on ne prend pas le temps parce qu'on n'a pas le temps. Mais de se dégager et de prendre du temps, bien, ça nous donne de l'espace. Alors, je sais que ça a l'air contradictoire, là, mais si on se met un bloc dans l'agenda puis on se dit aujourd'hui, moi, j'avais fait ça à un moment donné, j'ai des blocs ne rien faire, mais pas ne rien faire pour vrai, mais ne rien prendre, là, pas de me bloquer du temps pour réfléchir parce qu'on est tellement dans j'ai des courriels qui rentrent, j'ai ça, il faut, mais si j'arrête pas puis je me prends pas ce temps-là pour réfléchir à mon organisation et qu'on réfléchisse collectivement comment on peut apporter de l'air, comment on peut faire les choses, bien, on va toujours répéter la même chose parce que c'est ce qu'on est habitué de faire. Alors, tu sais, je ne sais pas qui a dit ça, là, mais si on répète toujours les mêmes choses, ben, on va avoir la même chose à l'autre bout de la ligne aussi. Là, mais, alors, c'est ça.
On a fait ça, Isabelle, chez nous. On a fait des blocs de concentration. Chacun, on a un bloc de concentration dans la semaine, donc personne ne doit déranger personne à ce moment-là. Exact. Puis moi, c'était défendu de prendre un rendez-vous pendant ce moment-là parce que c'est du temps où on ne peut pas juste être dans l'action. Oui, être dans l'action, ça fait partie de notre rôle comme DG parce qu'on touche à tout. On a une vue d'ensemble, on fait du 360, on est capable de voir large, mais il faut aussi être capable de prendre du temps pour s'arrêter puis se concentrer. J'aime bien ça, ces blocs-là de concentration, plutôt que de ne rien faire. C'est peut-être un peu plus positif d'appeler ça des blocs de concentration. Oui, ben, je pense que ça fait partie des responsabilités de certains DG de résister à la pression d'en haut et d'en bas pour être capable de réfléchir puis de mobiliser. Parce qu'au bout de la ligne, le travail d'un gestionnaire d'OBNL, c'est beaucoup de la mobilisation. Tu sais, il parlait de consultation d'en haut et d'en bas. C'est aussi une réalité. Il y a une position où on a un conseil d'administration puis où on a des employés, des prestataires, des bénévoles qui amènent de la pression. Fait que une des responsabilités, c'est prendre le temps ou de dédier du temps seul, en équipe, ainsi de suite. Puis je pense que ça fait partie, justement. Moi, je regarde les DG que je connais qui sont des exemples. Ça fait partie de leur routine de pouvoir prendre ce temps-là et que ce soit avec des équipes ou que ce soit avec leur conseil d'administration. On vient aussi de vous mettre un lien sur 10 étapes pour convaincre son conseil d'administration. Ce document-là, ce qui reprend et qui est intéressant, puis ce que vous avez dit, c'est aussi, il y a un autre élément qui est l'élément de confiance aussi. Entre une direction puis son conseil d'administration. S'il n'y a pas de confiance, tout projet d'innovation va finir par bloquer aussi. Et la confiance, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain non plus. Moi, je trouve que cet élément-là, il est là, on le nomme pas toujours, mais il y a un impact énorme sur la vie au quotidien. Je voudrais avoir aussi avec vous autres là, tout l'élément là, budgétaire. Ça, c'est l'autre réponse que j'entends. Ah, tu sais, l'innovation, nous autres, là, on n'a pas d'argent. Et on n'a pas d'argent, on a juste des petits budgets, on est habitué de faire des miracles, mais là, ça nous en demande pas mal. Fait que, qui pas d'argent veut dire aussi, on est juste deux, ou je suis seul comme DG. Là. Ça, j'entends aussi cet élément-là. Là. Puis, peut-être un aparté, là, Olivia a parlé de design thinking, là, mais je vous invite à aller voir le site Internet de la Factory, qui est un autre OBNL, qui offre des ateliers de design thinking. C'est une équipe qui, en termes d'outils de créativité, d'outils d'innovation, sont vraiment peut-être les partenaires de choix à ce niveau-là. Là. On va vous mettre le site Internet de la Factory dans le chat. Donc, je disais, petit budget ou pas d'équipe? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Éric. On va commencer avec Éric. Là. Il était prêt. Il était prêt sur son micro. Vas-y, Éric. Écoute, tu sais, la pandémie, il y a plein de mauvaises choses, mais il y a des bonnes choses aussi. Ça nous a poussé à mettre de l'avant le numérique parce qu'au Québec, on était en retard par rapport à bien des gens. Donc, au moins, ça a apporté cette ouverture-là. Et dans cette ouverture-là, Olivier disait qu'il y a plein de défis. Nous, on le voit avec les organismes à travers cette nouvelle façon de procéder ou d'apporter une nouveauté dans ce qu'ils faisaient déjà. Ça les confronte, ça les bouscule un peu. Mais heureusement, le gouvernement, comme le mentionnait Olivier, là, il offre beaucoup d'opportunités de financement pour que justement les organismes saisissent ce moment-là pour avancer puis s'ouvrir une nouvelle voie. Donc, chez nous, dans le fond, on est passé, tu disais aussi au début que l'innovation, ce n'était pas nécessairement technologique, mais nous, on est passé de fabricants d'analyse ou de traitement de données statistiques vers du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Parce que justement, ce virage-là, les gens avaient soif de vouloir avancer, de comprendre puis de savoir comment s'y prendre. Donc là, ils sont virés vers nous pour dire, ben là, nous, on veut en apprendre davantage, on veut que vous nous montriez comment faire, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut regarder comme indicateur, etc. Donc, rapidement, dans le fond, on était agile pour remettre ça sur les rails et de dire, OK, on va donner le grand coup là, de transformation de ce qu'on fait vers l'éducation et la formation pour que les gens s'approprient la donnée, l'utilisent pour que, même avec un petit budget, tu as les outils, toi, individuellement, pour comprendre l'information de la donnée, pour prendre des décisions par toi-même. Donc, en quelque part, c'est ce moyen-là de dire, ben, j'ai plus de moyens, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si tu vas chercher de la compétence externe puis si tu l'appropries, ben, à ce moment-là, même si c'est un petit budget, tu vas être capable de l'opérer par toi-même. C'est pas mal
la ligne qu'on a prise. Dans cet élément-là, c'est la mise en place d'outils pour justement être capable d'en faire plus. L'intégration de la technologie à la base, c'est des outils. Puis là, je dis de la technologie, mais c'est d'autres mises en place de d'autres outils, processus qui vont nous permettre de gagner du temps. Je ne sais pas, vous avez tous vu l'image où on a la carriole qui est tirée par des chevaux, puis que les roues sont carrées, puis tu as le gars en arrière qui court avec la roue qui est ronde, puis on dit, ben, regarde, laisse faire, on est trop occupé. Ben, c'est un peu ça aussi, là, tu sais. Si je peux sauter sur ce qu'Éric a dit, là, tu parles de compétences, de connaissances. Bien, en fait, quand tu t'instruis ou quand tu vas chercher de l'information, par exemple, tu amènes la personne tu lui apprends à pêcher plutôt que lui donner le poisson, mais c'est quelque chose qui reste longtemps. Alors, au-delà d'avoir un investissement juste court terme, bien, c'est un investissement long terme. C'est la même chose si tu prends des formations ou si tu t'éduques ou si tu es capable d'aller chercher puis d'éduquer, mettons, ton conseil d'administration, tu es capable d'aller plus large que juste toi-même ou de redonner l'information que tu as apprise puis que tu le partages à d'autres, bien, tu n'es pas juste en train de te nourrir toi, tu es capable de nourrir d'autres. Donc, pour le même dollar investi, tu es capable de faire beaucoup plus de chemin et plus longtemps. Alors, pour moi, ça aussi, c'est super important. Alors, comment on peut maximiser chaque dollar investi quand on dit qu'on n'a pas de budget puis qu'on n'a pas de temps? Bien, comment on peut utiliser ça peut-être autrement, comment on peut le réutiliser intelligemment puis en faire profiter d'autres, que ce soit un collègue, un autre organisme, que ce soit notre conseil d'administration, puis éduquer les gens, ça fait aussi partie de notre mission quand on est DG d'un organisme, c'est de pas de garder ça pour nous, mais au contraire, de pouvoir que ça fasse boule de neige. Là. Alors, c'est ça, c'est de revoir peut-être chaque dollar, comment il est investi. Puis je sais qu'on fait des miracles, je sais qu'on a coupé la pièce en 18 pour essayer de ressortir des choses. Puis des fois, ben c'est ça, c'est d'être plutôt que d'aller à 2 à quelque part, d'être 1, mais de redonner l'information. C'est des petites choses peuvent faire des grosses différences aussi. Fait que, avant d'aller à toi, Olivier, là, je veux juste souligner quelque chose qui est très à la fois cute, sweet et merveilleux dans le chatroom, où Stéphanie Ouellette nous dit que son bloc de concentration, c'est ça qu'elle est en train de faire en nous écoutant ce matin. Ah! Je trouve que... Mais j'espère que ça va être inspirant un peu. Non, mais c'est un bon exemple exactement de ce que tu dis, Isabelle, là, de se dire de prendre du temps, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais, vous êtes 3 gestionnaires d'OBNL, puis nous c'est exactement pourquoi on fait ce genre d'activité-là. Là, on croit beaucoup dans l'apprentissage par les pairs, puis aussi la stimulation par les pairs. Nos groupes de co-développement existent exactement pour ça aussi. Les ateliers d'intelligence collective qu'on fait, tu sais, tantôt, vous parliez de gouvernance, là, c'est l'occasion parfaite dans l'atelier qui s'en vient au mois d'avril de mettre ce genre de solution-là en place. Là. Puis, je pense que le commun devrait prendre un peu le dessus sur le spécifique. Là. Olivier, toi, petit budget, petite équipe, tu penses quoi de ça? Je pense que c'est une force. Je pense que c'est une force parce que justement, ça nous oblige à être créatifs. Donc, plutôt que de voir ça comme un frein, voyons ça comme une occasion. Tu sais, quand même, de dire je vais faire plus avec moins, c'est la multiplication des pains, hein, finalement. Aussi. Donc, je pense que c'est peut-être que ça devait être pris ça dans les postes des offres de job pour les directions générales, là, être capable de multiplier les pains. Mais non, mais blague à part, effectivement, il faut toujours regarder son budget. À chaque année, c'est un travail à faire avec l'auditeur. Les OBNL, justement, il n'y a pas de profit. Mais il faut essayer de dégager. Moi, je pense qu'il faut essayer de dégager à chaque année des surplus. Il faut dégager des surplus pour pouvoir justement susciter de l'innovation. Donc, c'est pas parce qu'on a une petite équipe et un petit budget qu'il ne faut pas chercher à se donner un peu de coussin, comme le disait Isabelle. Ce coussin-là va permettre, oui, d'être là pour les mauvais jours, mais va surtout permettre d'avoir, tu sais, des fois, là, on met de l'argent de côté pour plein de projets, tout ça, là, mais il faut mettre des sous de côté pour pouvoir justement s'arrêter, prendre le temps d'une matinée comme ça pour être en contact avec d'autres, d'écouter des conférences, de faire des ateliers de design thinking avec ses employés, de faire un petit peu de R&D à l'interne. Donc, je pense que je ne réponds pas tout à fait à ta question parce que je pourrais parler longtemps. Oui et non, oui.
Mais je considère quand même que c'est en faisant ça, paradoxalement, que justement, on va être capable de mieux utiliser nos ressources, que ce soit ressources humaines ou ressources financières. Parce qu'on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sur repeat, et ça n'apporte pas, tu sais, l'exemple que tu as donné tantôt par rapport à Moisson Montréal est tellement éloquent, tu sais. Puis moi, ce que j'entends dans ce que tu as dit, Stéphane, c'est que finalement, ils ont réussi à donner plus de paniers, hein, en réduisant le nombre Oui. donc, voilà. Donc, c'est vraiment de trouver du temps pour s'arrêter. Puis, tu sais, tantôt, Isabelle disait que l'innovation, ça vient soit par une opportunité, soit par un moment de nécessité. Mais je pense que plus on a une petite équipe et moins on a de budget, plus il faut provoquer les crises. Fait qu'il faut peut-être, des fois, provoquer des mini-crises à l'interne ou des moments pour dire, ben là, c'est comme si, voilà, on se prépare, là, Quand tu viens de provoquer Isabelle là, Oui, parce que réagir c'est Winston Churchill qui disait qu'il ne faut pas manquer l'opportunité d'une bonne crise. Fait que, exactement. Puis quand il y en a, ben il y a des gens qui voient ça comme étant épeurant, puis il y en a d'autres qui voient ça comme étant, ben OK, parfait, je me relève les manches, puis j'ai pas le choix. Puis, tu sais, on l'a vu dans plein de domaines, là, que, oui, dans les OBNL, mais dans les grands entrepreneurs, les grands gestionnaires, c'est comme ça aussi, ils partent de zéro, puis c'est le besoin qui fait en sorte que ça vient chercher le no pain, no gain. Là, c'est une autre expression qui existe, là, mais c'est vrai que ça nous fait développer ce muscle-là. C'est sûr qu'on ne veut pas toujours être en situation de crise parce que, bon, il faut aussi se stabiliser et être capable de naviguer sur la mer calme parce que toujours être dans tempête, ben, ça devient épuisant. Il faut être capable de prendre la vague aussi puis la surfer un bon bout de temps. Là. Fait que c'est comme cet équilibre-là. C'est que les bienfaits de la crise, avoir la crise sans avoir les effets négatifs. Tu sais, dans une crise, ça nous oblige à nous parler. Et tantôt, on parlait de convaincre son CA, mais dans une crise, là, la direction générale est obligée de parler à son CA parce qu'il y a des choses à régler. Mais ce moment-là, souvent, il fait émerger des choses. Ça oblige les équipes à se parler. Donc, ça oblige aussi à collaborer davantage. Donc, dans le fond, c'est ça. Tu sais, parce que petit budget, petite équipe, là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand il y a une crise ou quand il y a un moment de nécessité? C'est qu'on est plus créatif, mais cette créativité-là, elle vient en justement collaborant, puis elle vient en s'associant à d'autres, parce qu'on se dit, ah ben là, finalement, on va s'entraider. Mais cette entraide-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la mutualisation, la coopération, la collaboration. C'est une des choses, moi, qui me semble le plus essentiel pour avancer. Là, je vais parler du Salon du livre de Montréal, c'est que nous, on est, à la base, là, on n'est pas des producteurs, on est un entremetteur, on met des gens en relation. OK? On met à la base les auteurs en relation grâce à l'événement avec le public, les lecteurs. Okay? Ça, c'est la richesse de la relation qui se crée. Puis ça sert notre mission de promouvoir le livre et la lecture. Ben, on ne va pas réinventer la roue puis essayer de chercher à chaque fois des nouvelles. Non, on va aller s'associer à d'autres qui ont des objectifs qui convergent. Puis moi, je pense que la clé, elle est là, c'est de trouver des partenaires qui ont des objectifs similaires aux nôtres et de dire, hey, on va faire un petit bout de chemin ensemble parce qu'on va être capable ensemble d'aller toucher notre objectif. Puis quand ça ne fera plus notre affaire, ben, on se séparera à nouveau. Je pense que c'est une des clés des petites équipes et des petits budgets. C'est vraiment de trouver des partenaires autres ou des collaborateurs avec qui faire un bout de chemin ensemble. C'est le fun de vous entendre, mais là, on finit cette crise-là, là, selon ce qu'on entend du gouvernement. Là, le 24 juin, c'est fini. Là. Donc, le 24 juin, c'est vacciné, mais je veux qu'on parle de pérennité et de résilience parce que à travers ces éléments-là, comment on va profiter? Tu parlais de profiter de la crise, là, je vais pas prendre la citation de Churchill, là, mais on n'a rien appris si on revient là-dedans, si on revient à nos anciennes habitudes par la suite. Là. Donc, je suis curieux de vous entendre sur la capacité de mettre en place des changements solides, puis des changements de culture aussi là-dedans. Isabelle? Bien, tu sais, je pense, entre autres, à plein de choses qu'on a appris, puis j'espère qu'on va garder.
Entre autres, le télétravail, là, bon, ben, on en a parlé là, juste avant la rencontre, les panélistes ensemble avec Stéphane, mais on a parlé de numérisation, on a parlé de télétravail. Il y a des choses positives qui sont sorties de cette pandémie-là. Alors, comment on fait pour garder ça, mais aussi d'aller chercher ce qui nous manque? Par exemple, moi, je m'ennuie, par exemple, d'entendre mes employés rire, parce qu'on était à machine à café. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on revienne à ce qu'on aimait aussi. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé de valeurs. Tantôt, on a parlé de revenir à l'essentiel. Moi, je pense qu'il faut garder des choses de la crise, puis il faut aussi pas oublier ce qui nous faisait vibrer d'avant. Alors, je pense que de revenir complètement à un modèle d'avant, je pense pas que ça va exister. Je pense qu'on a appris des choses. Je pense qu'il y a des choses qui nous ont permis d'avancer dans des pas de géants. Moi, je pense que au niveau de la mentalité de certains joueurs, où on se dit, le télétravail, c'est un non-jamais. Je veux que les gens soient au bureau. Je veux voir mes gens travailler. Mais peut-être qu'on a appris à la force des choses que c'était possible de faire ça autrement, puis qu'il y a eu du plus là-dedans. Alors, moi, c'est ce que j'ai à vous dire là-dessus. Tu sais, je te dirais aussi, pour enclencher là-dessus, bon, moi, j'ai 53 ans, je suis pas pareil comme quand j'avais 25 ans. Là, tu sais, chaque être humain évolue quand même, tu sais, fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements dans notre vie, puis à chaque étape qu'on franchit dans notre vie, il y a une transformation, puis faut pas regarder derrière, il faut regarder au devant. Donc, c'est le même principe dans l'organisation. Tu parlais de télétravail, oui, on l'a vécu. À partir du jour 1, nous étions en télétravail. Durant la dernière année, on a embauché 4 personnes en virtuel. C'est super efficace, mais au début, tout le monde avait peur. C'est sûr que quand tu brasses un peu tout ça, pour certains, ça peut être épeurant, mais à partir du moment que tu enclenches les processus et tu mets quelque chose de stable, les gens adhèrent rapidement. Au début, on donnait des formations pour montrer aux gens comment on s'adapte bien en télétravail, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les étapes pour bien s'organiser, créer des rencontres régulières avec des employés, pour être sûr de garder le fil, le contact, tout ça, pour demeurer semi-connecté finalement. Donc, tout ça, c'est bon pour l'évolution, c'est bon dans le temps. Donc, en quelque part, c'est une question de jeu de montagne russe. Tout le monde adore les montagnes russes. Tu as des hauts, tu as des bas, tu as des feelings, tu as des émotions fortes, mais au bout de la ligne, tu finis ton parcours, puis tu as des satisfactions que tu retires de tout ça. Donc, moi, ce que je vois dans la pérennité, c'est que d'accepter le changement, puis de laisser passer ce qui était difficile, puis regarder là, ce qui s'en vient, qui peut être intéressant. Avec l'innovation, on mène aussi à ça donne des perspectives sur quoi s'accrocher pour se donner une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses. Donc, pour moi, c'est stimulant. Olivier? Ben, moi, je dirais que pour pérenniser la transformation qui s'est opérée en temps de crise, puis faire en sorte que vraiment la valeur demeure, c'est ça, c'est de rester alerte dans un processus d'innovation continue, donc d'avoir une culture, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça, c'est fondamental. Mais à la base, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir paradoxalement un ancrage fort quelque part. Sa mission, ses valeurs, ce qui nous définit, l'objectif, la raison d'être de l'organisme, c'est quoi? Et ça doit être le point d'ancrage qui, après ça, permet de partir. Et je pense que c'est ce qui va permettre paradoxalement, comme je disais tantôt, d'innover le plus, c'est de se dire des fois, on a rempli notre rôle d'une certaine façon, ça fait des années qu'on le fait d'une certaine façon, puis c'est bien, mais là, peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire, puis on remplit aussi notre rôle. Et pour moi, ça, c'est le plus grand enseignement. Donc, en ce qui concerne le Salon du Livre de Montréal, ben, on avait un événement qui était uniquement physique, à un endroit. Ben, je ne sais pas exactement comment il va être dans 5 ans, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas 100% virtuel comme l'année dernière, mais comme je disais tantôt, il va être hybride, il va y avoir du virtuel, on va toucher du monde ailleurs, on va aller à la rencontre des gens, ça ne sera plus seulement les gens qui vont venir au salon, il va y avoir, ça va se faire dans les deux sens, on ne peut pas revenir en arrière, les bénéfices sont trop grands. Oui, il y a des défis devant nous, mais c'est sûr et certain que il faut pérenniser, il ne faut pas juste être en réaction. Mais pour ça, pour rester solide là-dedans, il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, qui est notre ancrage. Donc voilà, c'est ce que je dirais.
Dernier sujet que je veux regarder avec vous avant qu'on termine, c'est l'élément risque, prise de risque organisationnel, parce que, tu sais, on s'entend tolérance au risque aussi et en même temps, tout la possibilité qu'on peut se planter aussi. Donc, le droit à l'erreur et l'apprentissage à travers l'erreur. Parce qu'on ne peut pas parler d'innovation si on ne parle pas des échecs, parce que les échecs font partie de ce qui nous font progresser. Puis, tu sais, je parlais de l'exemple de tantôt des CA qui disent souvent, ouais, mais tu sais, si on l'essayait, ça n'a pas marché. OK, on peut-tu le faire différemment au lieu de ne pas le faire pantoute? Tu sais, des fois, moi, c'est ma réponse aussi. Là. Puis, est-ce que les conditions qu'il y avait à l'époque ont changé? Isabelle, je suis curieux de t'entendre. Oui, mais c'est aussi des fois une question de timing, hein, parce que des fois, la même chose qu'on a faite une fois il y a 5 ans, ben peut-être que 5 ans plus tard, ben peut-être que c'est le bon moment de faire ça. Je parlais justement à une dame là, qui a une entreprise là, qui est à Trois-Rivières, puis elle me disait, ben moi, j'innove, c'est quelque chose qu'elle fait depuis toujours, mais elle s'est rendue compte que ben elle les jette pas ce qui n'a pas fonctionné, ben elle les garde de côté parce qu'à un moment donné, c'est peut-être ça, des fois, il y a une partie de ce qui avait été créé avant qui peut être utilisée plutôt que de toujours recommencer à zéro. Donc, oui, la prise du risque, c'est aussi quelque chose avec lesquels on regarde en arrière parce qu'on a eu des erreurs, on a eu des mauvais coups des fois, puis des fois, ça nous empêche d'avancer parce que ces erreurs-là, des fois, ça a fait mal, puis des fois, c'est une culture dans laquelle on est dans notre entreprise ou dans notre organisation. Puis, des fois, c'est la culture du risque ou la culture de l'erreur n'est pas acceptée. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel, comme gestionnaire, comme DG ou PDG d'organisation, vous avez le contrôle de faire quelque chose par rapport à ça. Vous pouvez être un instigateur de dire que l'erreur, bien, on apprend de ça. C'est sûr qu'on ne fait pas la même erreur 22 fois, mais il y a quelque chose de bien de partager les erreurs. Moi, dans mes équipes, j'ai souvent fait ça les lundis matins dans nos rencontres d'équipe. On parlait des bons coups, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas bien été? Puis les choses qui n'ont pas bien été, là, bien, que ce soit ouvert, qu'on en parle, puis que ce ne soit pas juste nous qui soient pris avec notre erreur, puis qu'on a peur ou qu'on n'aime pas partager nos erreurs. Mais quand on en parle à un groupe ou à des collègues, bien, ça devient, bien, si un a pu faire une erreur, moi aussi, j'en ai fait. Puis si on fait des erreurs, c'est parce qu'on fait quelque chose. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Si on ne fait rien, on n'en fait pas d'erreur. Mais si on fait, puis qu'on s'habitue à gérer ce risque-là, puis on mesure aussi les impacts de nos risques, mais aussi mesurer l'impact de nos innovations, la balance entre les deux, vous allez voir, bien, plus vous allez innover, bien, vous allez peut-être avoir des risques, vous allez peut-être avoir pas réussi à certains moments, mais quand il y aura des innovations qui vont aussi, vous allez pouvoir gérer et mesurer ces succès-là, mais je pense que vous allez avoir un tableau de bord qui va vous indiquer que bien, vous allez poursuivre à faire ça parce que ça va vous avoir donné au total ou au final plus que de moins. Alors, c'est ça. Puis même les moins, d'avoir appris sur les moins. Alors, ça, pour moi, ça devient un plus. Isabelle a parlé de tableau de bord, Éric va embarquer, je suis sûr. Oui, mais je veux revenir sur deux notions. Dans le fond, ça m'a chatouillé. On en a parlé tantôt avec Churchill. Moi, quand j'étais entrepreneur, finalement, dans mon autre vie, il y a deux grands principes fondamentaux là, qui m'ont accroché dès le début, qui ont fait que j'ai été 20 ans dans cet univers-là. C'est pas de risque, pas de récompense, du regretté Jean-Marc Chaput, qui est fascinant dans le fond, puis c'est ça qui fait que tu es prêt à aller au-devant. Puis l'autre, c'est mon comptable, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Donc, je suis parti avec ces deux grands principes-là dans la vie, et j'ai réussi à avancer finalement parce que le risque fait toujours partie de l'équation. Si tu n'es pas capable de le dompter ou de le maîtriser, ça va être très difficile d'avancer. Il faut toujours que tu prennes un risque. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à adhérer à ça, mais il faut que tu les convainques de le faire. Donc, pour moi, ça fait partie de ma vie. Je parlais des montagnes russes tantôt. C'est ça, être en affaires aussi, c'est d'être capable de vivre des émotions fortes. Puis si tu n'es pas capable de prendre ce risque-là, ben, c'est difficile d'avancer. Donc, il faut que tu l'apprivoises à travers le temps. Mais, au niveau des KPI, écoute, dans ce sujet-là, d'être capable, nous, on travaille avec les gens au niveau des données, d'être capable d'identifier les smart data ou les données qui vont te faire réagir, qui vont te faire prendre des meilleures décisions. On parlait de petit budget tantôt, ça en est aussi. D'être capable à quel endroit tu dois positionner ton effort pour générer le plus de revenus. Donc, il faut que tu observes ton information, tu te connaisses en tant qu'entreprise, mais tu connaisses également le public auquel tu t'adresses, puis d'être capable d'établir la relation entre les deux pour te mettre des bons indicateurs pour suivre ce mouvement-là, puis de prendre des bons choix, faire des bonnes stratégies, etc. Donc, c'est sûr que
il faut que tu te connaisses, il faut que tu grattes ton information, il faut que tu vois où c'est quoi la meilleure piste pour cibler, pour trouver les meilleures communications, les meilleurs messages aux meilleures personnes. Donc là, oui, tu trouves des bons indicateurs, puis là, bien, naturellement, il faut que tu mesures les actions que tu fais pour être sûr de ne pas faire que si tu fais une erreur, tu ne la recommences pas, cette erreur-là. Et être capable de mesurer pour comprendre. Il y a 4 indicateurs. Hein? Est-ce que j'augmente les revenus? Est-ce que je diminue les dépenses? Est-ce que je diminue les risques? Puis il y en a un quatrième en OBNL. Ça, c'est les 3 qu'on entend la plupart du temps en business. Mais le quatrième, c'est est-ce que je propulse ma mission? Parce que des fois, on va faire des choix organisationnels qui vont avoir des impacts sur les 3 autres, mais qui sont là, qui sont faits pour la mission. Puis très peu, j'ai vu très peu de dashboards qui évaluent les projets en fonction de ces critères-là. Je trouve ça important de ramener le quatrième parce que des fois, on va se dire, écoute, oui, cette activité-là, on va la faire à perte, mais elle a un effet significatif ou structurant sur ce qu'on va faire. Et mesurer, c'est pas juste mesurer des dollars, c'est pas juste mesurer des chiffres. C'est pas de la mission. Hein. Exact. Fait que oui, il faut que ça soit en ligne avec la pérennité de l'organisation, donc de la mission. Non, puis mesurer l'innovation, c'est difficile parce que tu vas mettre beaucoup de temps au début qui est pas tangible finalement. Ça va être au fil du temps que tu vas récolter les bénéfices. Donc, ça aussi, c'est difficile, c'est un peu abstrait là, en tant que mesure d'innovation, comment évaluer si la bonne idée que j'ai mise en place va aboutir, va générer quelque chose, mais dans ce bout-là, comment tu mesures, là, tu mesures toujours. C'est comme mesurer du réseautage. Ouais, c'est comme mesurer du réseautage. Comment tu mesures ça, les retombées du réseautage, pas à court terme, c'est à long terme. Il faut avoir la foi. Oui, il faut avoir la foi, mais ça sert. C'est très utile. Olivier, en conclusion, toi, les risques? Il y a quelque chose de tabou là-dedans, tu sais, parce que on parle d'innovation, là, les entrepreneurs, on les écoute, puis là, ils sont là, ils vont dire « Ah, mais moi, un des plus grands apprentissages, c'est quand je me suis trompé, puis c'est les échecs que j'ai connus qui m'ont permis ensuite de ça d'avoir les succès. » Puis c'est sûr que quand on écoute ça, on dit, mais là, la personne qui est en train de me parler, elle est au zénith de sa carrière, là, parce qu'elle a tout réussi, mais elle me parle des échecs. Mais on ne l'aurait pas entendu au moment où elle avait l'échec, parce qu'elle était en petite boule dans son lit en train de déprimer ou je ne sais pas quoi. Là, je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Là où je veux en venir, c'est que oui, il faut faire des erreurs, il faut prendre des risques, mais la réalité, c'est que même quand les gens nous disent que vous avez le droit à l'erreur, il n'y a personne qui veut qu'on se trompe, surtout pas notre conseil d'administration, surtout pas nos clients. Bon. Mais en même temps, c'est inévitable. Donc, je pense qu'effectivement, c'est fondamental d'avoir au sein de ton organisation des gens qui nous donnent le droit à l'erreur. Mais en même temps, il faut circonscrire ça. Donc, c'est pour ça que je me recommanderais de dire, nous, on fait un salon du livre, on n'a pas le droit de se planter. Le salon, il faut qu'il y ait lieu. Mais on peut peut-être essayer une initiative qui, si elle ne réussit pas, ça ne peut pas basculer tout le reste. Mais en même temps, si ça marche, ça va nous permettre les années d'après de bâtir là-dessus. Donc, je pense que ça s'organise. Le droit à l'erreur, il est fondamental, mais comme tu disais, il ne faut jamais perdre de vue notre mission. Puis, pour qu'on puisse essayer des choses, ça prend de créer un espace physique, budgétaire et mental pour chercher des choses. Donc, mettre dans le budget un petit budget de R&D, mettre dans le calendrier annuel des moments de réflexion collective avec son organisme, ses collaborateurs, son CA, etc. Puis, prendre le temps, effectivement, de sortir de notre mission trop proche pour s'élever davantage. Je pense que tout ça va nous aider à l'innovation, puis à accepter les risques et les erreurs qu'on va faire aussi. Mais il ne faut pas prendre des risques aveuglément. C'est pour ça qu'on parlait d'indicateurs tantôt. Si tu prends un risque, il faut que tu calcules avant si tu as les moyens de prendre ce risque-là. Tu ne t'avances pas, puis j'essaie des choses, puis je me construis la gueule. C'est pas la façon de le voir. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu prends des risques, mais tu vas évaluer ton environnement interne, externe, tu vas évaluer toutes tes caractéristiques qui fait que, OK, je pense que je me sens assez solide pour prendre ce risque-là, tu le prends, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais au moins tu t'es donné des indicateurs pour prendre une décision. Tu as créé l'espace pour pouvoir prendre ce risque-là. Oui, exact. Dans le vide sans rien. C'est ça. Innover, c'est se lancer dans le vide, mais
avec un risque mesuré. Oui, il y a quand même un filet, là, tu sais, c'est pas sauter dans le vide sans conséquence, sans rien. Je pense que c'est un peu ça, là, c'est ce que vous dites, là, c'est être capable de se projeter dans l'avenir en ayant des mesures financières, non financières, avec à l'engagement des gens, des parties prenantes alentour, puis tout ça dans le but d'atteindre notre mission. Fait que je pense que ça résume, messieurs, Éric, Olivier, tout ce que vous avez dit. Ouais. Je vais revenir avec la dernière phrase d'Olivier, là, se lancer dans le vide avec un risque calculé pour fermer notre activité de ce matin. Je pense que ça réenveloppe un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Un gros merci à vous trois. Je pense que ça a été très, très intéressant ce matin. Ça a l'air de rien, mais quand même pas mal de questions et de commentaires qui sont sortis. J'imagine qu'on va en entendre parler encore un bout de temps. Puis je sais que l'innovation, c'est pas quelque chose qu'on va en parler aujourd'hui, là, mais on va en parler encore dans 3 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans. Là. Fait que on a juste ouvert une porte ce matin en espérant que certains s'engouffrent dedans, mais on espère que le mouvement va continuer à être plus grand encore. Je vous remercie encore de votre temps ce matin. Pour ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous croiser un moment donné dans une de nos activités puis qu'on puisse se serrer la main un jour. Ça nous manque tous. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.